16 mars 2026. Il faut également préciser que hier, 15 mars 2026, eh bien, on ne se souvenait pas d'une statue, mais d'un homme. Ça fait 60 ans qu'il nous a quittés. Osende Afana, qui était-il? Pas un homme ordinaire. Hossein Fana, c'était une fierté pour l'Afrique noire parce que en 66, lorsqu'il soutient sa thèse en sciences économiques, eh bien, il devient le tout premier docteur en économie de toute l'Afrique subsaharienne. Nous sommes en 66, ça a été publié dans les éditions Maspero, plus exactement. Mais il faut revenir sur son parcours, c'est ça qui est même plus très intéressant et tu verras qu'il y a une cohérence tout au long de sa trajectoire. Il est né en 1930 en Goksa, nous sommes dans la Leki. Ses parents très pieux l'envoient directement à l'école chez les missionnaires. Il obtient le CPE. Eh bien, il va au petit séminaire. C'était un peu à la mode à cette époque-là. Après le grand séminaire, sauf qu'au grand séminaire, Tu parlais tout à l'heure, c'est le petit séminaire des phoques. des phoques, nous sommes toujours dans la Leki. Ouais. Voilà. Après le grand séminaire, c'est là où il commence à développer ses idées de contestataire. Alors, il dit publiquement, il décrit publiquement bref, le traitement que les colons infligent aux Noirs. Ça va lui coûter un renvoi. Ça va lui coûter un renvoi. Il sera au lycée Leclerc de Yaoundé. Il va obtenir son baccalauréat, je crois, en 52, plus exactement, en série philosophie. Eh bien, là-bas également, il aura des démêlés parce qu'il sera à la tête d'une manifestation pour décrier les conditions des étudiants en interne, bref, des élèves en interne. Ça va encore lui, voilà, l'exclusion. Nous sommes à quelques mois du baccalauréat. Il se présente comme candidat libre. Et il brave cet examen, s'il te plaît, avec une bourse. Ça lui donne directement le droit d'aller poursuivre ses études en France. En France, il ne fait pas que les études, il va survoler ses études, mais il sera très actif dans les cercles de réflexion des Noirs qui pensent déjà à la décolonisation et surtout qui pensent que les Noirs peuvent prendre le destin en main. Il faut que le colon parte. Il sera tour à tour, justement, il va faire partie de l'association des étudiants noirs de France, la fédération tout au moins. Et vraiment, il est très très actif pour ce qui est du militantisme. Et c'est dans ce cadre-là, après les études, qu'il va soutenir, donc, comme je l'ai dit, et devenir, il va marquer l'histoire en 66 en soutenant et surtout en devenant le tout premier docteur en économie. Sauf que ça sera sa dernière année pratiquement. Pourquoi? Sur le plan politique, il s'est engagé avec l'UPC. N'oublie pas que le 13 juillet 55, l'UPC est interdite et il y a la lutte armée qui est prônée tant sur le plan national que dans la diaspora. Et lui faisait justement partie de la branche de la diaspora qui avait pris, qui préconisait justement la voie des armes, carrément, il faut le dire clairement. Voilà comment en 58, donc il est nommé à la coordination du parti du côté du Caire, au Caire, en Égypte. Et c'est là où il prépare donc le retour, parce qu'il faut dire que l'UPC va préparer le retour dans 4 fronts au Cameroun. Ça, c'est des choses qu'on ne le dit pas peut-être assez, mais sur 4 fronts. Mais lui, il était plus vers le front de l'Est. Il sera de ce côté-là. Il va donc revenir, passant par le Congo-Brazzaville. Donc, il va donc commencer la lutte. Sauf que depuis février 66, dit-on, les colons, l'armée camerounaise, aidée par les Français, l'avaient déjà repéré. L'avait déjà repéré, dit-on, mais pour d'autres, la trahison est venue en interne pour qu'il soit traqué finalement le 15 mars 1966 dans la forêt de Mulundu. Dans la forêt de Mulundu, où il sera avec ses 2 camarades d'infortune, notamment M. Louis Wamba et un autre là, je vais retrouver son nom, qui a même immortalisé cette période avec un livre. Il sera donc traqué. Lui, il va s'échapper, il va se cacher derrière un bananier. Ça ne sera pas le cas pour malheureusement Castor Osende Afana qui sera exécuté, décapité. La tête va faire le tour du petit village là. Je vais retrouver dans du village avant d'aller de ramener sa tête du côté de Yaoundé par Elip côté. C'est pas Molundu? C'est Molundu, mais il y a un petit village. Okay. Il y a un petit village. Ngelele, merci. C'est Ngelele. Ngelele. Donc il va il ira de ce côté. Et puis Yaoundé, dit-on, anecdote, sa tête sera présentée à Idjo avec une cigarette sur ses lèvres. Qu'on peut servir entre guillemets de leçons pour tous ceux qui veulent s'engager. Mais comme on le disait en off tout à l'heure, il y a beaucoup de leçons à tirer dans ce combat de Hossein Afana. Et normalement les 15 mars ne devaient pas être des journées ordinaires. Même pour les économistes, parce que tu vas voir tout à l'heure pour son héritage, il y a des illustres noms comme le professeur Chuenjiang Puimi, qui a poursuivi ses travaux. Célestin Monga même se revendique de cette école-là, y compris le feu Hubert Kemgang,
parce qu'au Sénégal, il faut d'abord comprendre son combat. Très tôt, il avait pris conscience que le franc CFA ne pouvait pas nous rendre oui, ne pouvait pas nous développer. Je vais résumer ça en gros. Il trouvait que les produits phares, les produits de rente phares de l'époque, cacao, café, n'étaient pas très. À l'époque, lui, il pense déjà ça. Et on ne leur donnait pas leur vraie valeur. Donc, lui, il défendait cette politique-là. Il a publié beaucoup de travaux à ce sujet, malheureusement, qui sont plus exploités en Afrique de l'Ouest. Donc, première chose, il meurt à 36 ans, un âge où il pouvait faire comme certains. Selon une expression bien connue, je veux voir mes enfants grandir. Il fait ses conférences, vendre ses trucs et puis enseigner même ce qu'on peut. Mais non seulement il avait cette idée, mais il s'est battu pour que cette idée soit reconnue. Malheureusement, il est mort sur le champ. Deuxième chose également qu'il faut retenir pour Osende Afana, lorsque vous êtes premier, lorsque vous avez une idée en premier, ça n'est jamais facile. Et il faut aller jusqu'au bout pour que cette idée, aujourd'hui, cette idée prospère à travers les personnalités que je viens de citer. C'est dire qu'il a laissé, mais on peut le regretter. Est-ce que tu sais qu'on ne l'a jamais inhumé? Et jamais. Il n'y a pas de stèle au Osende Afana, pour ne pas dire de tombe. En 2024, je me rappelle, sa famille, à travers certainement notre invité, avait introduit une demande auprès du chef de l'État pour être réhabilité. Parce qu'en 1991, le chef de l'État l'a fait pour d'autres nationalistes. On leur a reconnu le statut de héros nationaux pratiquement, mais il n'y avait pas le nom d'Osende Afana. Et tu remarqueras par extension que tous ceux qui étaient dans la lutte armée n'ont pas bénéficié de cette amnistie-là, pratiquement. Bien dommage. En 2024, M. Papeté va nous dire si ils ont introduit cette demande pour que Castor Osende Afana, un économiste de haut vol qui a marqué toutes les générations, soit réhabilité. Et pourquoi pas avoir des amphis, des universités ou même une rue qui porte son nom. Voilà donc ce qu'on célébrait hier, que beaucoup d'économistes avisaient. Et je salue Jean-Marie Cade qui a fait toute une conférence, qui lui a rendu hommage à travers une publication. Il faut revenir à ces reconnaissances-là et savoir qu'il y a eu des Camerounais qui ont impacté ici. Et la question peut chuter. Et si Osende Afana avait été écouté et qu'on implémentait ce qu'il disait déjà en 66, en 65, après l'indépendance, peut-être que nous ne serons pas là où nous sommes. Merci Emmanuel Coco de nous brosser justement le portrait de celui qu'on va évoquer dans un instant, et tu l'as dit peut-être tout à l'heure, juste pour compléter, en 54 il revient au Cameroun et il rencontre sa future épouse, la nommée Mbala Elisabeth, avec qui il a eu 4 enfants, Joseph Osende, Alice Ngaska Osende et les jumeaux Oumniobe Osende et Moumie Osende. Lui, il n'a pas fait comme son père avait quoi, 12 enfants. Et il était le 6e. Dans la moitié. Et parmi justement ses fils, Oumniobe Osende est notre invité ce matin. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur Balafon. Merci de nous recevoir sur votre plateau. Peut-être la première question, elle est simple et intime. Quel est votre tout premier souvenir de votre père? Un souvenir qui n'appartient qu'à vous. Dire souvenir de mon père, en fait, forcément, je n'en ai pas. Parce que on était tout petits. Lorsqu'il est décédé, nous avions 2 ans pratiquement. Alors la seule image que nous on avait, les questionnements étaient c'est où est papa, et puis maman disait que papa est parti, il reviendra pas quoi. Donc un souvenir physique quasiment c'est quelque chose qui n'existe pas. Mais bien sûr la mémoire se reconstruit, un souvenir en tant que tel lorsqu'on a 2 ans c'est zéro quoi. On connaît le martyr, Emmanuel Coco l'a brossé tout à l'heure, mais 60 ans après, pour certains, on redécouvre l'intellectuel, l'économiste, le penseur. Votre père était l'un des rares nationalistes à avoir théorisé l'indépendance économique. Emmanuel Coco l'a encore mentionné tout à l'heure. Est-ce qu'aujourd'hui, quel est l'aspect de son combat qui vous semble le plus incompris de ce qu'il a fait ou d'oublier des jeunes ou des Camerounais en général? Alors avant même de parler de l'aspect le plus incompris, déjà c'est qu'il y a comme, je dirais, on appelle ça une dissonance cognitive, c'est-à-dire que c'est une curiosité. Nous avons vécu à l'étranger, pratiquement sur orbite, on était tout le temps dans des pays, entre guillemets, voisins, mais voisins au sens propre. On a été au Congo, on a été en Guinée. Et une particularité, c'est que nous avons grandi dans une culture différente. C'est-à-dire que tous les ans, on fêtait l'anniversaire de la mort de Wandje, la mort de Moumié, la mort de Oumniobe, la mort de Osende Afana. Donc vous remarquez un peu le conditionnement que ça fait. Et on passait toute la journée là-dessus. Et lorsqu'on arrive au Cameroun, je me rends compte que c'est un écart énorme, quoi. C'est un non-événement. C'est un non-événement. On arrive ici, on se rend compte que apparemment, c'est pas aussi célébré que nous on le pensait, d'une part.
Et nous, quand on a grandi, on chantait « Autrefois, tu vécu dans la barbarie ». Ouais, donc on arrive ici, on se rend compte que bon, apparemment, les Camerounais, donc nos concitoyens, ne sont pas aussi intéressés par l'histoire de du Mpodol et tout le reste. Donc déjà, ça fait une curiosité. Alors maintenant, en termes de marquage politique, quand même, c'était un homme qui était particulièrement engagé et qui était vraiment droit, comme on dit, droit dans ses bottes. Il était aligné. Et moi, personnellement, en arrivant ici, je crois que la chose qui est oubliée ici, concrètement, c'est un peu ça, quoi. Je ne vois pas, peut-être que je me trompe, d'individu qui soit aussi aligné, d'accord, et aussi droit que lui, il a été. Il avait une conviction profonde, n'est-ce pas, en ses valeurs. Il a toujours été dissident. Dissident en ce sens qu'il pense, il agit différemment. Envers et contre tous, il y a un problème. Déjà, vous avez vu que à l'école, il a été renvoyé du lycée parce qu'il était toujours porteur des contestations. D'accord, dès qu'il arrive en Europe, il intègre les mouvements étudiantins, les mouvements étudiantins, il est toujours en train de protester. Et puis à 27 ans, vous vous rendez compte, à 27 ans, il va plaider à l'ONU. Est-ce que vous imaginez aujourd'hui un jeune homme de 27 ans qui a cette conscience politique et ça va lui coûter, une parenthèse, parce que André-Marie Mbida, devenu président, va couper sa bourse. Il va supprimer sa bourse. Non, il était Premier ministre. Oui, il était Premier ministre, équivalent de président. Bon, il va supprimer sa bourse comme pour le châtier un peu. Pourquoi il allait à l'ONU demander la réunification pourtant qui faisait partie du calendrier normal du Cameroun avant l'indépendance. Ruben Oumniobe Osende, vous portez un prénom et un nom qui sont quand même deux monuments de l'histoire du Cameroun. On imagine le poids de ce nom sur vos épaules. Est-ce que vous avez eu à un moment donné envie de fuir cet héritage ou alors simplement de vous accaparer justement de cet héritage, de ces deux noms, un prénom et un nom que vous portez, du moins de deux fortes personnalités du Cameroun? Oui, c'est quelque chose de très lourd. Il faut déjà dire que nous avons vécu à l'étranger. Et apparemment, Ahidjo avait décidé qu'on devait être à 1000 km de Yaoundé. Oui, 1000 km. C'était le minimum. Il fallait être à 1000 km. Que si on était à une distance qui était plus proche... Votre maman et vous? Oui, avec les enfants. Nous étions 4. Oui. Et alors, nous avons été séparés. Ça avait été séparés parce que bon, pour une maman, s'occuper des 4 enfants d'un coup comme ça, c'était assez lourd. Donc mon frère aîné et ma soeur aînée, donc Joseph Osende et Alice Ngaska, on a été en Albanie par exemple. L'Albanie, pour ceux qui connaissent, c'était à l'époque un Verroja. C'était vraiment la gauche dure, très très dure, l'Albanie. On était en Albanie, ils sont restés en Albanie. Ensuite, nous, on est allés au Congo, et eux, ils sont allés en URSS. Donc, vous voyez, 6 ou 8 ans en Albanie, ensuite l'URSS. Nous, on a été après en Chine. Donc, en fait, on a été divisés en deux. Mon frère jumeau, ma mère et moi, ensemble. Maintenant, les aînés étaient de l'autre côté. Donc, on avait aussi une interdiction complète de parler autre chose que le français. Wow. On parlait exclusivement français. Donc, lorsque maman se permettait de nous parler en langue, dans l'heure qui suivait, ben, les gendarmes arrivaient, ils fracturaient la porte et puis on l'arrêtait. On l'arrêtait parce qu'on dit, vous voulez parler en langue, pourquoi est-ce que vous parlez? Vous voulez faire la révolution? Ça veut dire que vous étiez suivi? Ah ben oui, on était sur écoute, on a grandi dans cette culture, oui. Moi j'ai même une difficulté à tenir des blocs-notes par exemple, parce que oui, c'est toujours des petits bouts de papier que je finis par jeter. C'est inconditionnel parce que vous parlez en langue, dans l'heure qui suit, on va fracturer la porte, et puis on dit, vous faites la révolution, et puis on l'embarque. Et quand on l'embarque, ça pouvait aussi bien durer un jour qu'une semaine. Elle est enfermée. Parce qu'elle parle en langue, donc elle fait la révolution. Donc nous, on restait tout seuls. Vous imaginez des enfants qui sont tout petits, à 4, 5, 6 ans, ils sont tout seuls. Et on disait, écoutez, si les camarades arrivent, vous dites que je suis parti, que je suis enfermé, puis voilà quoi. Donc parler la langue, c'était strictement interdit. Et comment on passe du statut de fils d'eux à celui de gardien de la flamme? Ben, Parce que là, vous gardez véritablement la flamme, que ce soit de Oumniobe, dont vous avez hérité du nom, et Osende, le nom de votre père. Oui, en même temps, c'est une fierté, en même temps, c'est une certaine difficulté, parce que lorsque vous arrivez quelque part, les gens ont peur. Par exemple, moi, je me souviens, le Cameroun, je l'ai connu il n'y a pas vraiment longtemps. Je suis arrivé au Cameroun, une première fois, c'était les années 2000. Je ne connaissais pas du tout. Oui, parce qu'on vit à l'étranger et puis il y a ce trauma. Bon, d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez eu à faire une émission. Beaucoup d'enfants de martyrs ont ce problème. Les gens ne le savent peut-être pas. Il y a ce trauma qu'ils ont vécu. Il y en a beaucoup qui sont à l'étranger. Ils sont plus à l'aise à l'étranger qu'en venant ici. Parce que quand ils arrivent ici, il y a cette fracture et cet écart entre le conditionnement dans lequel on a vécu avant et on arrive sur place, on se rend compte que bon, ça devient un peu insoutenable, quoi. Par exemple, moi j'arrive, je ne parle pas ma langue. Vous ne parlez pas... Non, je ne parle pas étonne, je suis étonne, je ne parle pas étonne. Bon, mais je commence à l'apprendre, je commence à comprendre, la tête est un peu dure, hein, à mon âge. Bon, voilà. Ouais, ça fait une sorte d'acculturation, je parle plus facilement anglais que étonne. J'ai vécu plus à l'étranger, bon, je me suis dit à un moment donné il fallait rentrer, mais lorsque vous arrivez ici, il y a ce choc. Il faut s'accoutumer, il faut s'habituer.
Non, allez-y, allez-y. Mais un héritage, ça se mérite. Ça ne se transmet pas seulement par le sang, forcément, mais par des actes. Quelle est la chose la plus simple que chaque auditeur, téléspectateur ou internaute de Balaz Fond, ou chaque Camerounais pourrait bien sûr faire demain pour s'inscrire dans l'héritage d'Osende Afana, selon vous? Oh, mais la chose à faire déjà, c'est de connaître notre histoire. Je me suis rendu compte que la jeunesse ne connaît pas notre histoire. Elle ne connaît pas l'histoire de ces héros. Elle ne connaît pas du tout l'histoire des héros qui sont récents. C'est-à-dire que lorsque je rencontre mes compatriotes, ils sont plus à même de parler de ce qui s'est passé à Nazareth. Jésus, il y a 2000 ans, ils vont vous raconter l'histoire de Paul, Matthieu et compagnie. C'était à 2000 ans, à 2000 km, que ce qui s'est passé dans le propre pays à 100 km. Ils ne savent pas. Bon, ils disent qu'on ne leur a pas appris. Donc se rapproprier l'histoire, pour moi, c'est quelque chose d'important. Il faudrait que les gens prennent conscience et prennent connaissance. Qui est Osende Afana, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'est pas le seul. Il y a eu d'autres martyrs, il y a Oumniobé, il y a Moumié, il y a les Wangé. D'accord. Là, par exemple, nous avons fait ce 60e anniversaire. Donc hier, on était dans son village natal, Ngoksa. Nous avons réuni les populations. D'accord. Nous avons fait des échanges. D'abord, une biographie, on a raconté sa biographie. Ensuite, il y avait quelques témoins qui ont témoigné, notamment un Bombok, Bakar Batonje, que nous avons invité, qui a aussi fait un témoignage. Ouais. Il y avait aussi quelques UP6 qui étaient là, donc on a relaté un peu quel est son parcours, quelle est son histoire, on a expliqué le pourquoi du comment. Et avant-hier, nous avons fait une conférence à Yaoundé, une conférence débat, qui a pris toute l'après-midi, avec aussi un panel, et chacun apportait un peu de ses connaissances et tout le reste. Très édifiant. Donc ce qui serait intéressant, c'est de pouvoir publier. Donc pouvoir publier ça, ces écrits, et pouvoir répéter ce genre de conférences, que les gens comprennent, que les gens sachent, que les gens s'imprègnent. Parce que ce qu'on ignore ici, c'est que dans les pays occidentaux, ils vivent avec leurs morts. Parce que vous voyez, toutes les rues, ce sont des rues des morts. Vous voyez, avenue Victor Hugo, avenue... Mais chez nous, il n'y a pas ça. Alors, en même temps, on décrit ça, on dit que non, c'est pas bien, mais c'est fondamental, parce que les morts sont vivants, ils sont avec nous, ils sont parmi nous. Dans toutes les rues en Europe, en Occident, allez-y, tapez même sur Google. Vous avez tout ça, il y a des monuments, il y a des stèles, donc ça rappelle la mémoire, ça fait vivre. Est-ce que vous, fils d'Osende Afana, vous sentez parfois la présence vivante de votre père? Je ne sais pas si c'est la présence, mais apparemment j'ai un comportement qui est plus ou moins similaire. Alors j'évite de trop... j'ai un côté, on dirait radical, parce que bon, la connotation radicale ici peut être péjorative, mais radical en fait c'est qui coupe à la racine. Ouais. D'accord. Donc sur certains principes, je coupe à la racine et ça ne souffre d'aucune discussion. Donc quand vous parlez d'héritage, il y a un héritage qui est peut-être psychologique, il y a aussi un héritage qui serait peut-être mental et historique. J'ai fait des études de droit, comme il a eu à faire des études de droit. Oui, et à un moment donné, j'ai eu problème et puis je me suis arrêté, quoi. Donc du droit, je n'en fais plus, je n'en parle plus, pourtant j'en ai fait pendant plus de 15 ou 20 ans, je suis arrivé jusqu'au doctorat. Et donc, mais quelque part, ça me hantait le statut de locuteur. Je me dis, ok, qu'est-ce que je fais? Je fais ma thèse. Après, quelle est la posture que je prends? J'ai appris à déconstruire, parce que le droit permet de déconstruire. Parce que ce qu'on ne sait pas, c'est qu'Osende Afana était d'abord un juriste. Ouais. Il était vraiment intéressé par le droit. Il s'est mis ensuite aux sciences économiques. Après, il a porté en tant que politique. Donc cet héritage dont vous parlez, il est là, complètement imprégné, et j'ai beaucoup de mal à faire différemment. J'ai beaucoup de mal, c'est-à-dire que j'ai aussi souvent une position contestataire. On me dit, bon, mais t'es comme ton père. Bon, je sais pas. J'ai cette habitude, on me dit d'être jusqu'au boutiste. D'accord. Donc, quand je fais quelque chose, je dis que je vais aller jusqu'au bout et puis je le fais. J'ai un côté anti-carré, voilà, carré. Ici, il faut apprendre à arrondir les ongles. Les gens arrondissent les angles. On dit qu'il faut être souple, voilà. On me dit que tu vas t'intégrer, tu vas comprendre, tu vas changer. Bon. Il faut mettre un peu d'eau dans votre vin. Un peu d'eau dans le vin, oui. Ouais. Mais Emmanuel Coco avait une préoccupation tout à l'heure lorsqu'il brossait un tout petit peu le portrait d'Osende Afana concernant la réhabilitation justement de sa mémoire. Est-ce que... à ce jour, nous sommes le 16 mars 2026. Est-ce que la famille a mené d'autres actions dans le sens que le Cameroun puisse reconnaître véritablement la place qu'a joué Osende Afana? Alors nous avons déposé, c'est-à-dire que c'est au bout de la 6e tentative, c'est pas évident de déposer, c'est pas évident de rentrer en contact avec la présidence de la République ici, malgré ce qu'on dit. Enfin, il faut avoir des couloirs. Hein. Au pays, c'est une question de couloirs. Quand on a des couloirs ou quand on a les gens. Au bout de la 6e tentative, nous avons réussi à déposer un dossier sur la table du PR. Donc ça fait déjà 2 ans, en demandant ce qu'on voulait. On voulait déjà qu'il soit réhabilité parce qu'il a été, en guillemets, oublié. Je dis oublié, bon maintenant oublié, ça peut avoir plusieurs sens. Ou ignoré. Bon. Oui, oublié ou ignoré. Donc nous avons donc demandé, 1, qu'il soit réhabilité en bonne et due forme. 2, que l'on puisse prendre ses restes. Parce qu'à ce jour, le deuil n'a pas été fait et ces restes se trouvent à plusieurs centaines de kilomètres de Yaoundé, donc c'est à Mouloundou, qu'on puisse donc exhumer ces restes et en plus les rapatrier.
D'accord? Dans 1, réhabilitation, 2, exhumation, 3, rapatriement, 4, inhumation. Et qu'on reconnaisse vraiment, qu'on fasse une séance solennelle où l'État puisse valider ça, tout ce parcours et tout ça. Mais pour l'instant, la réponse que nous avons, c'est le silence. C'est le silence. Donc, entre autres, nous essayons, nous faisons quelques émissions de radio, ceux qui viennent nous recevoir, c'est pas évident. Parce qu'il faudrait dire aussi, juste une parenthèse peut-être, qui vaut le coup, dans beaucoup de travaux, on interdisait aux gens de mettre le nom d'Hossein Dafana. Dans des thèses, quelqu'un met sa thèse, dans sa thèse, il met ça même, ne serait-ce que dans la bibliographie, on lui dit, mon cher ami, si tu mets ça, tu ne soutiens pas. Donc tu as intérêt à enlever. Il fallait enlever. Donc voilà, donc, nous, au niveau du village, nous en parlons, au niveau des quelques mesdames, nous en parlons. Il y a même une chanson qui a été faite. Nous avons fait produire une chanson qui a été faite, qui est sortie du studio, ça fait quoi, 48-72 heures, en hommage au Hossein Dafana. Donc nous mettons les actions, nous avons même l'ambition de monter une fondation. Voilà. Une fondation et puis de faire une stèle. On en reparle juste après Roland Tapi, le temps de la publicité. Hilaire Zipan nous a déjà rejoint. Bonjour Hilaire. Bonjour Marie-Flo, bonjour à Emmanuel Coco, bonjour à Charles Demba, bonjour à l'enfant Tégmen du Dédou et bonjour à notre cher invité que je découvre dans ces studios. Voilà, merci, c'est Oumniobe Osende, le fils de Osende Afana, l'un des fils d'ailleurs. C'est un grand plaisir de le rencontrer physiquement. Il est toujours difficile pour tout enfant de ne pas avoir une idée de ce qui a été son père. C'est très difficile de le vivre. Oh, mais l'idée là c'est du reconstruit. Ah ouais, c'est ça, c'est très important. Vous savez, les femmes peuvent faire des enfants, mais à un moment, l'enfant demande où est son père. Ouais. Et ça, c'est très important. Et c'est le moment le plus difficile. C'est le moment le plus difficile. Et là, je me félicite que vous pouvez prendre ce relais-là, d'abord de votre père, ensuite de faire l'ancrage qu'il mérite dans l'histoire de notre pays. Parce que je pense que tout à l'heure, nous allons revenir dessus pour comprendre donc pourquoi il y a eu cette déviation en 1948 à la création de l'UPC. Je me suis imprégné un peu en tant qu'un homme politique et j'ai pu rencontrer des gens comme Dr Bakamba Tondje, Dr Makit également, qui ont construit Moukoko Priso, qui ont été des gens suffisamment intermédiaires à la classe de Hossein Dafana, de et qui ont pris le relais un peu à l'international, qui par la suite, dans la marche de 1968, en France, ont pu construire. Il y a eu sur place Henri Tekwe, Suzanne Kalaloubet, et bien entendu Ekana Nisset qui ont bercé un peu notre entrée en politique. Voilà un peu le parcours que nous avons eu en 90. Et il est tout à fait très important de le connaître également de l'autre côté, avec des gens comme les Samuel Kamé, les gens comme les Fauchivé. C'est cet équilibre-là qui fait dans l'homme politique la capacité de comprendre son histoire et de se projeter à l'avenir. Je pense que tout à l'heure on en parlera. On en reparle justement juste après Roland Tapi. Stay calm. Emmanuel Coco, pour rendre hommage justement à Hossein Dafana, 60 ans qu'il a été assassiné. Sa famille ne demande qu'une seule chose en 4, bien sûr, que sa mémoire soit rétablie, que son corps soit ses restes, les restes de son corps soient exhumés, puis inhumé, bien sûr. Il n'a jamais été inhumé. Il n'a jamais été inhumé, Emmanuel. Il n'a jamais été inhumé. Donc, c'est la doléance de la famille. Depuis 2024, pour la 6e fois, la famille a introduit, justement auprès de la présidence de la République, cette doléance-là. On attend, on ne peut rien attendre. Il disait souvent que l'indépendance politique sans l'indépendance économique n'était qu'un trompe-œil. Entendre cela en 2026, Oumniobe Osende, n'est-ce pas toujours une actualité brûlante selon vous? Vous qui êtes de retour dans votre pays, le Cameroun. Oui, tout à fait. Juste une remarque par rapport à la chanson. La chanson a été faite par une dame qui s'appelle, en fait, son nom d'artiste, c'est Beyene Tifria. Ouais. Donc c'est une dame de la Léquier, c'est une amie. Donc cette chanson a été sortie du studio vendredi dernier. Très belle chanson, très belle chanson. Chanson hommage. En hommage à Hossein Dafana. Dans la chanson est en étonne. J'ai imposé que ce soit d'abord en étonne, ensuite en français. Pas dans l'autre contraire. C'est vrai qu'au début c'est des l'étonne. Oui, après il y a le français. En étonne, après c'est en français. Alors c'est vrai que la question monétaire, c'est quelque chose qui est fondamental, qui est capital, et nous n'en sommes pas encore sortis. Et dire qu'Hossein Dafana en parlait depuis déjà 60 ans, et que 60 ans après nous y sommes encore, c'est un carcan. En fait, c'est un carcan, c'est-à-dire que sans l'indépendance monétaire ou financière, l'indépendance ne vaut rien. Si vous ne battez pas votre monnaie, vous dépendez des autres. Ça, il a commencé déjà à l'expliquer, il a conceptualisé, et il a fait en sorte de le vulgariser partout où besoin se ferait sentir, mais il est bien naturel que l'adversaire ou l'ennemi fait son boulot. Qu'est-ce qu'il fait? Il coupe les têtes. C'est aussi trivial que ça, quoi.
Hilaire Zipan, vous êtes homme politique. Hein. Pourquoi cette déviation en 1948? On en parlait tout à l'heure en off. D'abord, la première des choses, c'est que le Cameroun est l'un des rares pays de point de vue histoire, pour ce que j'ai appris, qui certainement a les accords coloniaux de 1884, qui était complètement un accord commercial, à faire en sorte que l'Allemagne a fait prise du Cameroun sur le plan politique. Il est sans ignorer que lorsque les Allemands s'installent certainement sur le plateau Jos, ils nous dépossèdent d'abord d'une bonne partie de nos terres pour pouvoir mieux s'implanter. Ça, c'est le premier élément dans lequel il faut reconstruire, ce qui fait aujourd'hui les conséquences des problèmes fonciers. Ça, c'est le premier élément que j'ai. La deuxième, c'est que dans la configuration du Cameroun allemand, nous sommes dans les 785 000 km². Et nous avons qu'une seule langue qui était pratiquement l'allemand. Et par la suite, la deuxième guerre mondiale fait en sorte que, avec la Société des Nations, on éclate le Cameroun. Il y a une partie qui va dans l'Angleterre et une autre partie qui reste complètement à la France. Et naît donc, à partir de cette Deuxième Guerre mondiale, la compréhension de et bien entendu de Houssine Daphane, qui sont complètement des gens qui comprennent, et qui disent, s'il faut arriver à l'indépendance, leur thèse, c'est que réunification avant l'indépendance. C'est ça, les deux thèses qui s'affrontent. Et puis, il y a une autre thèse qui dit, on n'a pas nécessairement besoin de faire la réunification avant l'indépendance. C'est ça, les deux thèses qui s'affrontent en 1948. Et donc, dit, bien entendu, accompagné de Houssine Daphane, de Wandje, bien entendu, des Moumié, dit il faut absolument faire la réunification. Et donc, ils sont mis en minorité. Et en 1952, je me fais reprendre, bien entendu, par qui est tout à fait très évident, c'est que l'UPC est suspendu par la suite. Après, maintes que les élections ont été truquées plus ou moins. Et donc, les chefs emblématiques, naturellement, en commençant par ont été complètement assassinés. Et donc, le Cameroun donc, arrive à l'indépendance à partir donc d'un décret de la France qui nous permet d'avoir l'indépendance le 1er janvier 1960. Et j'ai l'habitude de raconter ça pour dire que le Cameroun arrive à l'indépendance 1er janvier 1960, et je pense que les livres d'histoire, les jeunes doivent l'apprendre. On a pour capitale Yaoundé, drapeau vert, rouge, jaune, et superficie 345 000 km². C'est ça la superficie du Cameroun en 1960. Donc, réduit de moitié. Réduit de moitié. Donc, les dit, vous vous rendez compte que maintenant on est amputé d'unité. C'est pour ça que la première visite du président Ahidjo, une fois que le Cameroun est indépendant, c'était à Tiko. C'est la première visite. Il va donc à Tiko et il rencontre bien entendu le premier ministre Djongo Foncha sur les rives du Mungo, pour ceux qui ne savent pas. Là d'où habituellement, ici, quand on traverse pour aller à la ligne, c'est là d'où il traverse là pour aller complètement à Tiko. Et il dit certainement, la première phrase, c'est qu'on ne peut pas abandonner ses enfants. Il faut qu'on se réconcilie. Et bien entendu, le premier ministre, bien entendu, de la partie anglophone, accepte naturellement de faire la négociation. Et c'est ça, de cette dérive-là, donc, où nous avons donc les événements, les négociations de Fumban. Et naturellement... Mais curieusement, ce qu'il faut que les Camerounais retiennent, c'est que le même pays revient aux Nations Unies pour dire le 1er octobre 1961 que la superficie passe de 345 km, 347 000 pour être précis, à 475 000 qui est la superficie actuelle. Et qui a donc pour capitale Yaoundé, et le drapeau dont change, ça vient vert ou jaune avec 2 étoiles. Et cette fois-là, ce n'est plus la République du Cameroun, c'est la République fédérale du Cameroun. Donc, je pense que à partir de cette thèse-là, vous comprendrez très bien que l'intermède qu'il y a eu dans l'engagement politique de Houssine Daphane, de des Moumié, des Wandje, c'est que nous avons besoin, la langue ne peut pas être un travers de la construction nationale. Ce n'est pas parce qu'on parle anglais qu'on n'est pas camerounais. Ou ce n'est pas parce qu'on parle français qu'on n'est plus camerounais que les autres. Et ce qui veut donner un statut particulier aux anglophones, je suis très étonné. Parce que j'ai l'habitude de poser la question évidente. Vous êtes un père et une mère, vous faites un enfant, il décide d'apprendre l'anglais comme cursus scolaire. Vous lui donnez un statut spécial à la maison? Non. Alors, donc la langue ne peut pas être un critère. Donc tous ceux qui posent le débat sur la crise anglophone en termes langue, c'est un faux débat. Moi, c'est comme ça que je le prends. C'est un faux débat. Parce que ceux qui ont construit ou qui ont voulu l'unité du Cameroun dépassaient complètement les langues. Et quand bien même Ahidjo a eu le pouvoir, il a essayé de dépasser la langue.
quand bien même les contraintes politiques de ces maîtres l'ont fini par l'emporter sur lui en 1972. Donc, ce que nous demandons généralement au pouvoir en place, c'est que il faut qu'à un moment ou un autre, que nous nous asseyons, vraiment on en a besoin, et qu'on essaie de se réconcilier. Et c'est dans cette réconciliation-là que je pense que les gens comme les Hossein Dafana vont voir. Parce qu'il nous faut un panthéon. Il nous faut un panthéon pour un certain nombre de personnes qui ont contribué à ce que le Cameroun puisse être debout. Et ce panthéon-là prendra de tous les côtés. Prendra de l'autre côté ceux qui étaient complètement les indépendantistes, purs, durs, avec une idéologie plus ou moins qu'on les a imbibés, qui était complètement le communisme, pour ne pas dire le socialisme. Et de l'autre côté, ceux qui ont essayé d'amener le Cameroun dans l'intégrité, tel qu'il est aujourd'hui. Et je pense que chacun doit pouvoir avoir sa place. Et ce que nous demandons généralement au président Biya, c'est qu'au regard de l'âge, au regard de l'intelligence qui peut être le sien, c'est à lui, le président de la République, de faire cette fusion-là. Parce qu'il est pratiquement aujourd'hui à l'aube, au firmament de sa carrière politique et au summum de tout ce qu'il peut donner. Il a quand même des références qui lui permettent aujourd'hui d'avoir l'autorité nécessaire pour que nous puissions avoir cette réconciliation-là. Ce n'est pas nous qui allons le faire. Parce que tout acte politique posé par Hilaire Zipan est contribué certainement à un agenda. Et le président Biya n'a plus d'agenda. Ce qui l'intéresse le plus aujourd'hui, c'est le Cameroun. C'est l'héritage qu'il entend nous laisser. Et donc, par conséquent, je pense que les positions comme la reconnaissance des Hossein Dafana puissent être enseignées. Et la dernière que je peux dire, c'est que nous avons aujourd'hui une dérive en ce qui concerne notre éducation. Il faut bien qu'on puisse avoir l'éducation du Cameroun. Quand vous êtes un homme politique comme moi qui s'est engagé en politique, vous devez faire beaucoup de recherches pour arriver à trouver le curseur central pour savoir qui était Hossein. Parce qu'habituellement, on les appelait tout jeunes les maquisards. Les maquisards. Trivialement. Alors, trivialement, on les appelait les maquisards. Est-ce le nom qui les confond ou c'est... Pour peu que vous vous opposez au système, il n'est pas le bon. Mais la question aussi fondamentale, c'est de poser, c'est que est-ce que ceux qui étaient au pouvoir à l'époque, avec beaucoup les mains libres pour pouvoir donner une autre appellation? J'en crois pas. Donc, je pense que tout ça l'un dans l'autre, il faut avoir la capacité de se projeter à l'avenir, mais on ne peut se projeter politiquement que lorsqu'on connaît son passé et lorsqu'on arrive à pardonner. Et connaître son passé, c'est également dans les livres la préoccupation d'un auditeur. Y a-t-il des œuvres biographiques qui parlent d'Hossein Dafana? Oui, nous avons réédité donc sa thèse. Nous l'avons réédité récemment. L'économie de l'Ouest africain. Ça a été réédité, donc c'est un des principaux ouvrages. Il y a aussi un autre ouvrage qui a été fait par le professeur Hans Gilbert, qui est professeur à l'université de Bertois, sur la mort précoce d'un nationaliste camerounais. C'est même à Douala ici qu'il a eu à faire ça. Ce sont les deux principaux ouvrages. Sinon, il y a des articles qui sont faits. Il faut dire que c'est quelque chose de récent. Parce que l'année dernière, par exemple, nous avons fait un hommage à l'Université catholique d'Afrique centrale avec le professeur Bekolo qui a reconnu que vraiment il y avait une grande difficulté. Même lui-même personnellement, lorsqu'il faisait sa thèse à l'époque, le professeur Bekolo Oui. lorsqu'il faisait sa thèse, on lui a demandé de retirer le nom d'Hossein Dafana de la bibliographie. Et que même les jurys ont dit non mais c'est pour toi. Donc écoute, c'est toi qui vois, si tu gardes ça, tu ne soutiens pas. Il y a une dame que j'ai rencontrée récemment qui a fait un mémoire à l'université de Yaoundé 1, Hossein Dafana, mais lorsque le jury a terminé, après délibération, on lui a donné une mention très normale. Elle a dit il faut arrêter là-dessus. Tu ne continues pas là-dessus, ça va te poser des problèmes. Donc elle a préféré faire autre chose. C'est vous dire qu'il y a encore quelque part comme Une chape de plomb. Une chape de plomb, quoi. Les gens ont peur d'en parler, les gens ont peur de s'exprimer, parce qu'ici, on est forcément catalogué. Lorsqu'on est proche d'un maquisard, moi, je me souviens quand je suis arrivé au Cameroun, récemment, il y a un commissaire de police que je connais très bien qui m'a invité dans son bureau et qui m'a dit écoute, où sont les secrets de ton père? Le secret? Oui, parce qu'apparemment, il avait un secret, il avait un sac. Il y avait des choses qui faisaient qu'il disparaissait. C'était comme le podol. Il y a des mythes comme il avait. J'ai dit mais je ne suis pas au courant. Attends. Il m'a dit non, mais écoute, où sont ces secrets? J'ai dit que je ne les ai pas. Et puis on me pose la deuxième question qu'on me pose, est-ce que tu es revenu pour faire la révolution ou pas? Waouh. Voilà. Donc c'est courant. Vous êtes rentré pour faire la révolution ou pas? Je dis quelle révolution? Non. Avec le nom, le fait d'avoir le nom, c'est quelque chose qui est lourd. Les gens présupposent, vous voyez, donc c'est d'office, comme tu es le descendant de, est-ce que tu es venu pour ça ou est-ce que est-ce que tu es tranquille, est-ce que tu es calme? Je dis moi je vois pas la révolution par rapport à quoi. Est-ce qu'on peut étendre ça à d'autres fils de martyrs? Est-ce que vous avez un groupe d'enfants des nous martyrs? Nous avons un groupe, nous avons un collectif des héritiers, donc des héritiers biologiques des martyrs de l'indépendance. Nous sommes une vingtaine
avec ma fille, j'appelle ma fille, c'est Françoise Ngo-Umnyobe. En fait, elle est plus âgée que moi, mais comme je porte le nom de son père, voilà, donc je l'appelle ma fille. Nous nous réunissons régulièrement. On n'a pas entendu tout ce que nous avons déjà eu à faire. Nous sommes allés à Ezeka le 13 septembre dernier, sur la tombe du Mpodol. Ensuite, nous avons été à Bougnébel, nous avons été ensuite à Douala et à Edea. Nous avons fait en sorte d'unir l'UPC. C'est-à-dire que nous ne sommes pas encartés au sens propre du terme, nous n'avons pas de carte de l'UPC, mais nous sommes les enfants, nous avons l'ADN de l'UPC en nous. Donc nous sommes allés auprès de ces gens-là pour leur demander d'aller unis aux élections. Parce que l'UPC se fait retoquer systématiquement pour pluralité de candidatures. Donc nous avons écrit à tous ces courants ou supposés courants, et nous avons fait 3 réunions pour leur demander d'aller unis, et nous avons même fait toute la cartographie. D'accord, la cartographie élective du Cameroun, en leur disant, voyez, dites où est-ce que vous allez mettre vos différents candidats et en cas de chevauchement, trouver un consensus. Donc nous en sommes là. Est-ce que ces enfants vivent les mêmes réalités que vous, ont vécu les mêmes réalités que vous? Ah oui, il y a des réalités qui sont très très dures. Il y a un trauma, par exemple, certains ont demandé, mais qui va le travailler, qui va le traiter? Parce que lorsqu'on commence à en parler, quelquefois les émotions montent. Les émotions sont très très fortes. Bon, il y a certains enfants, je ne sais pas si Philippe, mon grand frère, me permettrait de parler de ça. Philippe Wandje, c'est un grand frère, un ami. Il est aussi avec nous là-dessus. Je ne sais pas s'il permettrait d'en parler. Par exemple, il a ses frères qui sont à l'étranger. Parce que vous le savez. Mais quand je dis qu'ils sont à l'étranger, ils sont loin. Loin, c'est le Vietnam, quoi. Le Vietnam, c'est la Hongrie. C'est une vie depuis 30-40 ans. Donc il n'y a que quelques enfants qui sont sur place au Cameroun. Oui, quelques enfants qui sont sur place au Cameroun, il faut s'adapter, c'est pas quelque chose qui est évident. Donc ceux-là, ils sont arrivés, ils sont restés un peu, ils ont dit non, mais je repars chez moi. Quelqu'un arrive à un moment, il dit je repars chez moi. Pourtant, le chez vous, c'est au Cameroun. Oui, c'est chez nous, mais la culture est différente. Mon frère aîné, notre frère aîné, parce que nous sommes mon frère jumeau et moi, Joseph Osende, par exemple, n'a quasiment pas connu le Cameroun. Il y a un trauma qui n'était pas possible. Il dit non, mais ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font, quoi? J'ai même eu des débats avec des gens, ils disent papa est mort pour rien. On a des discussions tristes, papa est mort pour rien, quoi. Parce que voilà un individu qui avait un doctorat, c'est le premier en Afrique noire, qui aurait pu truster les postes, Banque mondiale, BIT, ainsi de suite. Voilà. Mais il avait dit, j'ai le Cameroun dans le sang. Je repars au pays du Cameroun. On a dit que non, cette affaire est compliquée. Le père de Oboufege Père est allé le voir pour dire au CND, cette affaire-là, laisse tomber. Il dit que non. Oboufege Père, oui. Il a dit que cette affaire-là, laisse. Il dit que moi, j'ai le Cameroun dans le sang. Et il paraît même que Aïdjo aussi a essayé de lui dire de rentrer. Il a dit que non, un gouvernement fantoche, par définition, voilà ce qu'est le radical. Le radical, c'est à la racine. Il dit qu'un gouvernement fantoche, il ne peut pas valider un gouvernement fantoche. Aïdjo était disposé à le récupérer. D'autant plus que certains ne le savent pas, il était conseiller technique de Gamal Abdel Nasser. Donc Nasser, oui, il y avait un bureau, il avait un bureau en Égypte, il avait un bureau où avant que les dossiers n'arrivent, il les traitait. Il traitait tous les dossiers, il validait ce qui était bon, ce qui n'était pas bon. Pour l'Égypte et pour le Cameroun. Pour l'Égypte. Ben oui, nul n'est prophète chez soi. D'ailleurs, c'est mentionné dans ce livre, L'économie de l'Ouest africain, paru en 1967 dans la collection Économie et socialisme. Ce livre est l'une des premières études faites par un économiste africain de la génération de l'indépendance. Les circonstances, l'évolution politique de l'Afrique ont fait qu'il n'a pas été suivi dans la même direction d'autres travaux, d'autres auteurs. C'est pourquoi cette étude scientifique des perspectives de croissance accélérée, où Afana s'efforçait de définir les conditions d'un développement efficace, reste d'une importance et d'une originalité qui, 10 ans après, justifie largement la réédition que le présentateur Pierre-Philippe Ray a allégé des données trop datées. Son utilité est plus importante que jamais pour les économistes, les hommes et militants politiques, sociologues ou historiens, même non africains, que l'auteur voulait atteindre. Mais tout à l'heure, vous avez dit, quand vous êtes arrivé au Cameroun, un commissaire de police vous a demandé ce que votre père a légué. Est-ce à dire que même mort au CNDA-FANA fait peur? Mais oui, il fait peur. Il fait peur pour au moins 2 raisons. Déjà, en termes de système, vous savez que c'est le propre d'un système. Tout système, quel qu'il soit, il faut qu'il puisse pérenniser. Donc pour qu'il puisse pérenniser, il faudrait qu'il mette en place un ensemble de règles de fonctionnement. Tout le reste. Donc, déjà, en termes de système, c'est quelque chose que je comprends. J'ai rencontré des fils à idiots avec qui j'ai échangé sans animosité aucune, sinon on part dans la... Parce qu'on a tué mon père, donc ton père a fait tuer mon père, moi je veux aussi te faire tuer. Bon, personnellement, je n'ai pas ce côté. Donc en termes de système, déjà, ça fait peur. Et puis en termes d'idéologie. Parce que CNDA-FANA était, si je puis me permettre, l'individu le plus structuré intellectuellement au sein de l'UPC. D'accord? Donc c'était un idéologue. Et le propre d'un idéologue, c'est d'avancer les idées, de donner des stratégies de combat. Dans le fait qu'il y ait ces enfants aussi, on peut penser que bon, les enfants, ils vont peut-être prendre la relève, ils vont peut-être faire pareil que leur père.
Et s'ils font pareil que leur peur, ça pose un problème. Donc il fait toujours peur. Moi, je vois beaucoup de gens, lorsqu'ils savent que ce que je suis en train de faire, ils me disent que, regarde, mais vraiment, là, ce que tu es en train de faire là, bon, c'est... Et c'est le propre du pays, par exemple. Moi, je suis de la Léké. Beaucoup de villageois me demandent, ouais, mais avec le nom que tu as, ouais, vas-y, fais les élections et tout. Et on voulait justement vous poser la question, ou Myobe au sein des projets politiques? Formellement, non. Officiellement, non, je n'en ai pas. Donc, officieusement, oui. Peut-être, non, mais je n'ai pas l'intention de... Ce qui m'importe, moi... Parce qu'il est Zipan et là, il attend. Non, vous pas lancez peut-être en politique. Non, mais la politique, c'est un métier. C'est un choix. Mon père n'était pas politicien, ma mère n'était pas politicienne. J'ai l'habitude de le raconter, mais j'ai choisi de faire la politique. Donc, c'est un métier dans lequel il y a beaucoup de risques. Et il faut avoir certainement beaucoup de qualités. Il faut connaître l'histoire, avoir une idée en ce qui concerne le droit constitutionnel, connaître un peu, avoir des connaissances en économie, avoir de la sociologie, avoir un peu, naturellement, en ce qui concerne l'anthropologie, pour essayer de construire. Il faut avoir une large connaissance dans ces secteurs-là pour pouvoir faire la politique. Mais je pense qu'il a soulevé quelque chose de très important et je pense qu'au sein d'Afana, permet, je n'ai pas encore lu, mais je voudrais, pour ceux qui pensent que le franc CFA, on doit l'abandonner, pour ceux qui pensent qu'on doit s'arrimer à une euro, à une autre monnaie, pour ceux qui pensent que... Non, je pense que tout ça, ça peut être des débats qui, aujourd'hui, peuvent nous permettre de comprendre. Mais deux révélations. La première, c'est qu'en 1960, pour ce que j'ai pu lire, lorsque le Cameroun arrive à l'indépendance, nous avons un budget de 32 milliards. Je renvoie les gens, moi j'ai pris la peine de lire. Avec 32 milliards, on ne peut pas grand-chose. Ça, il faut dire. Et nous avons ces 32 milliards à partir des produits de rang. Cacao, café, bois, tout ça, qui venaient pratiquement de la métropole. Est-ce qu'à l'époque, on devait penser rapidement à une monnaie? Je pense qu'au sein des serait resté plus longtemps, il nous aurait peut-être avec une large vue. Le deuxième élément que je voudrais mettre là-dedans, c'est que vous savez qu'aujourd'hui, pour pouvoir structurer, avoir la garantie de la monnaie internationale, la plus grande réserve se trouve à Londres. Elle date de 1694. C'est là où se trouve la réserve d'or de la plupart d'ensemble des pays du monde qui garantissent la convertibilité entre la monnaie et, naturellement, parce que la monnaie, c'est la monnaie fiduciaire, c'est du papier, mais elle est garantie complètement par l'or. Oh, la curiosité, je pense que là, sur ce côté-là, là où je peux rejoindre Ossane, maintenant que j'ai un peu de l'expérience politique, elle est simple. Oui. On ne peut pas produire de l'or et la vendre pour avoir du papier. À ce moment-là, je suis d'accord avec lui. C'est-à-dire que nous produisons de l'or qui doit nous permettre de garantir une autre monnaie. Mais la curiosité, c'est qu'à l'heure actuelle, nous produisons l'or et nous vendons pour avoir du papier. Donc, en fait, on décide de rester éternellement pauvre. Et parfois, on produit même cet or. Parce que vous deux là, vous pouvez nous envoyer dans le trou. Non, ça ramène à une chose. C'est notre pays, ça nous passionne. Enseigner l'histoire de notre pays. Notre pays, ça nous passionne. Nous ne connaissons pas notre histoire. Nous ne connaissons pas notre histoire. Et comment détruire cette mentalité, Myobe Osende, cette mentalité de coloniser et peut-être construire ou implémenter la véritable indépendance? C'est la question que vous pose Essama. Essama qui est en prison actuellement, mais il nous écoute, il a son petit poste radio. Et c'est la question qu'il m'a demandé de vous poser. Oui, Essama, c'est un frère. Bonjour Essama. Bonjour Essama, bonjour. Merci de nous suivre en fait. Pour déconstruire ça, je pense qu'il faudrait premièrement que nous prenions conscience que nous devons être acteurs de notre vie. Nous avons une conception messianique. C'est-à-dire que nous attendons, nous Camerounais, que quelqu'un vienne d'ailleurs pour nous sauver. C'est à nous de nous prendre en main et c'est à nous de travailler pour notre pays. Tant que nous allons rester dans cette logique qu'un sauveur viendra d'ailleurs, ça ne se fera pas. Même le Mpodol, mon prédécesseur, illustre, n'est-ce pas, dont je porte le nom, on commençait à le concevoir comme un messie. D'accord? Ok. Mais sortons de là. C'est vrai que c'est l'âme immortelle, mais il faudrait que nous, chaque Camerounais, là où il se trouve, prenne conscience qu'il doit être acteur. Il doit être acteur de sa vie. Et pour être acteur de sa vie, il faut agir, que de parler. Beaucoup de gens viennent me dire que oui, écoute, bon, il faudrait prendre le parti en main, il faudrait faire quelque chose. Je dis, ah ouais, vous faites quoi? Ah non, mais vous avez déjà le nom, vous avez l'héritage, nous, on veut voir nos enfants grandir un jour. Je dis, attendez, mais comment? Je vais faire ça avec qui? Je vais commencer à m'agiter, et quand on va me dire que tu es avec qui, quand je me retourne, il n'y aura personne derrière. C'est ce qui se passe en fait. Donc, 1, on prend conscience qu'on est acteur. 2, on met en place une stratégie. La première chose déjà, c'est qu'il faut commencer genre par s'informer et par se former. Et savoir ce qu'on veut. What do you want? Qu'est-ce que vous voulez exactement? Les gens veulent que ça change et personne ne fait rien pour que ça change.
Les gens, ils sont tous assis comme ça, et ils attendent que ça change. Ça changera par quelle opération? On fait comment? Peut-être par Allah, nous sommes en période de carême, musulmans, chrétiens, peut-être que ça sera Ouais, peut-être, par mais là. moi, je pense que Dieu est tellement occupé. Il y a pratiquement plus de 200 pays sur Terre. Bah, le temps qu'il s'arrête sur le Cameroun et qu'il regarde pour vouloir le changer, l'eau aura coulé sous les ponts, quoi. La question de Charles Douglas Ndemba. Oui, c'était une question relative à la vie politique au Cameroun et bien sûr en tant que fils de martyr. Lorsqu'on jette un regard sur le Cameroun aujourd'hui, les jeunes, pour la plupart, sont tournés vers l'extérieur, tendent à partir. On parle de jeunes qui sont démoralisés, qui n'ont plus d'espoir en leur pays. Vous qui avez vécu ces traumatismes-là, quand vous arrivez au Cameroun, quel est le reflet que le pays vous renvoie? De l'espoir encore dans ce pays pour sa jeunesse? Ou alors, voilà, il faut simplement vivre comme on vit là et puis plus rien. Bon, peut-être la deuxième question viendra plus tard. Mais merci pour la question posée. Il y a déjà 2 ou 3 remarques que je vais faire. La première, c'est que quand on est à l'étranger, les Camerounais sont des gueulards. Ah, les Camerounais ont la grande gueule, quoi. Ça, c'est oui, j'ai vécu à l'étranger, où les Camerounais ils gueulent. Moi, c'est vrai que je n'ai pas l'air Camerounais quand on me voit, on me prenait souvent pour un entier. Oui, Je oui. voyais des Camerounais, Oui. je voyais des Camerounais gueuler aux policiers, ils crachent par terre, ils insultent, je dis mais pourquoi tu fais ça? Ouais, mais toi. Et quand le policier s'en va, je dis mais pourquoi tu fais ça? C'est quoi? C'est non, mais ces gens-là. Je dis mais attends, toi tu parles de quoi? Non, mon pays, tu as vu. Donc, on fait la grande gueule quand on est dehors. Tu sais qui je suis? Oui, c'est ça. Ils font la grande gueule quand on est dehors. Ok, ça c'est déjà un premier niveau. Et le deuxième niveau, c'est quand on arrive ici, on constate une ou deux choses. La première chose, c'est que les élites d'ici ont tendance à rejeter les élites qui viennent de l'extérieur. Parce qu'on arrive de l'extérieur, Il y a cette guerre-là. oui, on arrive de l'extérieur, on apporte beaucoup de choses, on a une vision différente, et il y a comme un rejet. Donc ça favorise quelque part une sorte d'ancrage à là-bas. Par exemple, lorsque j'échange avec beaucoup de gens, ça me fait mal, mais des fois je m'entends mieux avec les gens qui sont en bain que ceux qui sont ici. On n'a pas le même discours, on n'a pas la même culture. D'accord. On a la culture un peu ici, bon mais un jour, oh, ça va venir. Non, oui, les gens ne se disent pas, et vous faites comment? Vous allez changer? J'arrive, moi j'ai des bouquins, personnellement, par exemple, moi je n'ai pas de télé chez moi, mais les gens ils passent le temps, ils visionnent. Ils passent le temps sur TikTok, ils passent le temps sur WhatsApp. Mais je leur dis, est-ce que vous savez qu'en Chine, par exemple, il y a un autre TikTok qui est différent? Vous savez ça? En Chine, ils ont fait un TikTok qui est spécifique à la Chine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est déjà programmé. Et quand les gens regardent TikTok, au bout d'un temps, on demande à l'enfant qu'est-ce qu'il veut être, il dit qu'il veut être un ingénieur. Parce qu'il est conditionné par ce TikTok-là. Il y a même des horaires où il ne peut pas se connecter. Mais quand on regarde les TikTok chez nous, ce sont les nanas qui sont en train de rouler du ventre et tout le reste. Les gens veulent être des influenceurs ou des influenceuses. Vous voyez? Donc c'était pour dire que donc lorsqu'on arrive ici à la diaspora, on a déjà ce choc avec ceux qui sont en place. Ça pose un problème. Et les gens ont toute cette culture, ils veulent tous aller en bain. Je dis, écoutez, en bain, ils ont fait comment? Ils ont fait comment en bain? Vous êtes au courant que la Chine, l'Allemagne, les États-Unis ont fêté 33 ans sans coupure de courant? Tout à fait. 33 ans sans Parce dans au tout le journal, pays. L'année dernière. Oui. Mais ils ont fait comment? Ils ont développé leur pays, ils ont travaillé. Bon, ici, on dit qu'il n'y a pas d'espoir. Ok, il n'y a pas d'espoir. Mais comment on fait voir cet espoir? On est quelqu'un derrière quelqu'un par rapport à quelqu'un. Ouais. Ça a tellement été intériorisé que ça fait une sorte de verrou. Il y a du mal à lever ça. Ou alors il te dit un jour. Un jour. Mais est-ce qu'il y a de l'espoir? Oh, il y a de l'espoir. Oui, il y a Non, de Marie-Flo, je pense qu'il y a de l'espoir. Je pense que ce que Oum le dit, je complète un peu sa thèse. En 1960, lorsqu'on arrive, on n'a pas d'université. Donc il faut former toute l'élite complètement à l'étranger. À ce moment-là, lorsqu'ils reviennent, on se connaissait pratiquement tous. Donc il n'y a pas de... Puis par la suite, progressivement, le pays s'est mis à pouvoir former sur place les cadres. Ce qui fait en ce que, donc, dans les années 75, naît la fameuse université, notre université, Yaoundé qui va donc par la suite avoir l'extension des grandes écoles. L'extension des grandes écoles, c'est Polytechnique, c'est le CUS, c'est l'ENAM, c'est l'EMIA. C'est les cadres de l'administration centrale. Jusqu'à ce moment-là, nous ne sommes pas dans le politique. Nous sommes dans un parti unique qui essaie de former au maximum les cadres. Et le pays, tant bien que mal, tente son développement. Et donc, arrive en 90, la démocratie, le multipartisme, et cette fois-là, une confrontation entre la thèse de ceux qui sont formés à l'international et ceux qui sont formés localement. Qu'est-ce qui va avoir la suprématie sur les autres? Aujourd'hui, il faut être administrateur civil principal pour être quelqu'un. Wow. Est-ce que c'est la clause la plus importante à l'école de l'ENAM? Il y a là un vrai débat que nous devons faire. Il y a un vrai débat d'orientation de ce que c'est. Est-ce que les grandes écoles forment pour avoir l'administration centrale, avoir une domination de l'administration sur la gestion de l'économie,
Moi, je suis contre. Moi, je pense qu'il faut gérer une économie et non administrer une économie. Or, devant les situations de catastrophe aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons? Le sous-préfet, le préfet, le gouverneur. Le maire, il est où? Par contre, c'est le maire qui a le budget. On ramasse pas les ordures, c'est le sous-préfet qui intervient. Mais il n'a rien à voir là-dedans. C'est ça la société. Nous sommes donc on est arrivé pratiquement au carrefour où il y a certainement un débat de société entre ce que l'on doit faire à partir des écoles formées pour pouvoir administrer l'économie et de l'autre côté, ceux qui sont chargés à être les gérants d'économie. Nous avons reçu ici des gens qui sont des capitaines d'industrie. Mais Dieu de Mbonye, il était à quelle école? Aucune école. Mais il a compris le système et il a compris que la meilleure façon de faire et de pouvoir créer les emplois, c'est de pouvoir créer les richesses. Et il s'est mis dans un secteur d'activité où pratiquement personne n'y va. Aujourd'hui, quels sont les référentiels des hommes d'affaires camerounais? Il a beaucoup importé, il a beaucoup vendu. Nous sommes dans une économie extravertie. Là encore, il va y avoir un débat. Est-ce que nous devons laisser nos hommes d'affaires être extravertis ou est-ce que nous devons encourager ceux qui sont dans l'industrie? Vous voyez que le débat, il y a beaucoup de clauses. Justement, il est par rapport à ce que tu es en train de dire. C'est ce que disait déjà au sein de la FANA. C'est ce que je dis. Donc je prends sa thèse. Déjà. Je prends sa thèse. Voilà. J'essaie de construire. Je dis qu'au Sandé aurait été là, il n'aurait pas accepté que l'on puisse vendre de l'or pour avoir les billets. Non. Je pense que dans le prolongement des idées de 67 de Ossad Afana, je pense qu'il ne serait pas là. Donc je pense que le débat, il est grosse, il est important. Et c'est le rôle, c'est pour ça que j'essaie de me mettre, de me donner un contrat de venir ici, pour point de vue pédagogique, pour essayer que les gens comprennent que si nous ne prenons pas par nous-mêmes l'envie de changer, et on ne peut changer que politiquement, on n'arrivera pas. Il n'y aura pas l'incantation. Israël n'est pas gardé par Dieu, hein. Il est gardé par une bombe atomique. Oui. Or, chez nous, on dit que Dieu va nous aider. Voilà. Ah non, c'est quel ce fatalisme-là? Non, tout le monde croit en Dieu, c'est vrai. Mais donnons-nous la peine de pouvoir prétendre. Et je pense que le Cameroun aujourd'hui est au carrefour. Et moi, je prends une piste qui est tout à fait simple. Vous pouvez avoir un pays comme le Nigeria à côté, qui a 200 millions d'habitants. Vous êtes son partenaire à côté. Vous partagez la plus longue frontière. Vous avez 30 millions d'habitants, vous avez des terres, et vous n'arrivez pas, à ne serait-ce qu'au point de vue agriculture, à travailler avec le Nigeria. Un marché. C'est incroyable, je ne comprends pas cette attitude de faire. Et puis, il a dit bien dit au Sandé, la vie d'un Camerounais, c'est qu'il est allé en Beng. Mais vous avez vu quand les gens prennent l'avion pour aller à Paris, aller à l'aéroport les voir, mais ils ont l'impression qu'ils ont touché Dieu. Mais quand ils arrivent là-bas, tout est bien fait, tout est construit. Mais ce n'est pas Dieu qui a construit. C'est le travail. Alors donc, allons là-bas copier au moins ça, et venons dire. Et puis enfin, cette diaspora-là, il faut qu'elle nous aide plus qu'elle ne le critique. Parce que les réseaux sociaux, ce n'est que des critiques. Et j'ai l'habitude de les interpeller en disant non, nous avons les élections législatives et municipales qui arrivent dans quelques jours, qui soient capables de pouvoir payer ne serait-ce que les cautions de ceux qui sont sur place et qui font le combat. Il faut payer ne serait-ce que les cautions. Messieurs les chefs de la diaspora, cessez de nous donner des leçons. Nous avons 360 communes, il nous faut 700 millions pour payer les cautions et mettre de côté complètement le RDPC. Voilà le débat qu'il faut faire et voilà l'ancrage du combat politique qu'il faudra lancer. Sur la question politique, lorsque vous regardez l'environnement politique au Cameroun, la structuration, on a parlé tout à l'heure de l'héritage psychologique, mental, un homme de principe. Est-ce que vous pensez que vous remarquez que dans notre environnement, est-ce que vous trouvez ces opposants structurés, bien circonscrits, qui travaillent, cohérents avec eux-mêmes, surtout ces deux expressions structurées et vraiment qui ont des principes? Alors, au sein d'Afana, si je puis me permettre, on va dire que c'est vrai que le mois est stable. Je ne parle pas parce que c'est mon père en tant que tel. Ben, on est à l'anniversaire, hein. Oui, Vous n'allez pas à rougir, hein, de votre père, de votre frère. Vous n'allez pas à rougir. Une de ses premières bases, c'était qu'il fallait qu'il y ait des cadres. Il faut former des cadres dans un pays. Ça, c'est quelque chose qui est fondamental. Et quand je dis cadres, ce ne sont pas que des cadres politiques. Ils doivent être intellectuels, politiques, ils doivent être formés, ils doivent être construits. Et ça, apparemment, c'est ce qui nous manque parce que nos amis, ils vont avoir des diplômes. On a la diplômite ici. Les gens ont beaucoup de diplômes, ils ont des doctorats, ils ont des masters, ils ont fait l'ENAM et tout le reste. Mais fondamentalement, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter au pays? Moi, c'est ça qui m'intéresse. En dessous de what? Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu apportes? Donc, il faut, avoir des cadres qui soient formés et de deux, que ces cadres prennent leur place au niveau de l'administration, au niveau du pays pour pouvoir avancer. Et justement, à mon avis, c'est comme le disait tout à l'heure Hilaire, c'est ce qui pose un de ces problèmes. Lorsqu'on voit le préfet, le sous-préfet, ils représentent l'État. Mais le maire est, en principe, élu par le peuple. Donc, quelque part, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une dichotomie. Bien sûr. D'accord. Les populations sont là, elles s'adressent à qui? En principe, elles doivent s'adresser au maire. D'accord. Si on est vraiment dans, entre guillemets, la démocratie. Donc, le principe du préfet ou du sous-préfet, c'est un parachutage qui est fait par l'administration, n'est-ce pas, pour verrouiller un peu le système, si je puis me permettre.
j'émets encore une opinion dissidente. Mais en présent, d'ailleurs, je reviens sur ce livre, Rééditer l'économie de l'Ouest africain, en préface. Ce livre est paru pour la première fois en mars 1966, au même moment de la mort d'Ossende Afana dans les maquis camerounais. C'est l'œuvre d'un militant politique pour qui, je cite, « le politique prime le technique », comme il l'écrit en pensant à la formation des cadres révolutionnaires. Qu'est-ce qu'il entendait par le politique prime le technique? Alors, le politique, oui, déjà, cet ouvrage, lorsqu'il il est paru, avant même qu'il ne paraisse, Maspero a eu les mains sur la tête parce que quand il devait paraître, on a brûlé tout. On a brûlé toutes les éditions. Il est arrivé, tout le stock qui avait été fait, François Maspero est arrivé. On a fait sauter, on a explosé, donc il y avait tout. Tout était en lambeaux. Heureusement qu'il avait encore gardé une copie. C'est pour vous dire. Bon, Pierre-Philippe Ray, que j'ai connu, son âme est décédé, on a décidé donc de publier ça pour faire prendre conscience que le politique, c'est quoi? C'est quand je dis c'est ça, l'école des cadres. C'est-à-dire qu'on doit avoir une vision. Et la vision, elle est politique. Ouais. Il faut avoir une vision, il faut pouvoir se projeter. Qu'est-ce qu'on veut? Et justement, Ossende Afana, le Congo lui reconnaît ça, il a participé à la construction de l'école des cadres, de l'école du parti. C'est le parti qui dirige l'État. Et contrairement, comme on a dit les prophètes chez soi, c'est ce que les Chinois ont fait. L'héritage fondamental d'aujourd'hui d'Ossende Afana, sont les Chinois. Si vous l'étudiez, vous voyez comment ce que Deng Xiaoping a fait. Ils ont fait un système de planification. Et en Chine, c'est quelque chose qui est vraiment très directif à la base. On décide, on a une vision, où est-ce qu'on veut aller, comment on fait pour y aller, et c'est le politique qui va instiller ça avec les techniciens. C'est ce qu'Ossende Afana a prôné, et contrairement à ce qu'on aurait pu avoir, au lieu que les Africains intègrent ça, voilà les Chinois qui ont fait ça sur 40 ans, avec Deng Xiaoping, et ils sont arrivés là où ils sont. C'est pour dire en français facile qu'on aurait suivi ça, je pense qu'on ne serait pas là où on est en fait. Donc on forme des individus, diplômes et tout le reste d'accord, mais ils ont une vision politique. Ils ont une vision pour mon pays. Qu'est-ce que je veux pour mon pays? Où est-ce que je veux aller? Qu'est-ce qu'on va faire? Et ils vont mettre en place ce système avec les techniciens et tout le reste. Et sur là où on veut aller, on va peut-être l'évoquer en une minute. Hilaire Marker-Zipan, le mandat des députés arrive à échéance le 30 mars prochain. Quel scénario possible en cette session parlementaire? D'abord, la première, il faut qu'il y ait un bureau d'Assemblée parce qu'on ne peut faire aucun débat sans bureau. Donc, on attend le bureau et depuis le 10 mars, en principe, nous sommes pratiquement le 16. Oui, un peu, il y a un débat de rien sur la partie transition. Deuxième élément, le 24 juillet 2024, le président de la République a promulgué une loi, parce que là, en fait, les mandats des députés, c'est la loi, pour proroger jusqu'au 30 mars. Et dans le même jour, il a signé un décret pour proroger le mandat des conseillers municipaux jusqu'au 31 mai. Bien, pourquoi la différence des dates? Pour la plus simple raison que la Constitution à l'article 15, je ne veux pas ici, le compte tenu du temps qui nous est imparti, dit que le président de la République, une fois que le mandat des députés est prorogé, c'est entre 40 jours ou 120 jours que, en principe, les élections doivent se tenir. Et lorsque vous faites le calcul, vous en rendez compte que ceux qui ont proposé au président de la République le décret pour les conseillers municipaux ont bien compris que la meilleure manière, c'est de pouvoir se proroger jusqu'au 9 mai, qui est le deadline pour les deux corps. Maintenant, nous sommes dans une supposition. Si avant le 30 mars, une loi introduite qui fait le dépassement de plus de 3 mois, ça veut dire que simplement, on va dépasser la date du 9 août qui est le jour des élections. Au-delà, forclusion. Donc, il faudra que les gens scrutent. Ce que je demande, par conséquent, aux hommes politiques et aux partis politiques, c'est d'encourager les gens à aller retirer leur carte. 1. 2, que l'opposition se prépare. La carte d'électeur, il faut aller retirer. 2, qu'il faut que l'opposition se prépare à faire des rassemblements. Disperser, on est perdu. Et là, je me félicite que Ossende sont rentrés dans ce truc-là. Il faut se regrouper. Si on ne se regroupe pas, on ne s'en sortira pas. Parce que vous voyez déjà que le calendrier à l'heure actuelle, il est totalement variant de la position du président de la République. N'oublions pas, si l'on modifie la Constitution, telle que c'est parti, ça va encore avoir des conséquences juridiques sur les délais. Donc la meilleure méthode pour se sortir dans ce carcan, où pratiquement un seul parti tient le calendrier et tient le pays en otage, il est bon que l'opposition se rassemble pour pouvoir préparer l'alternance, tant qu'au niveau gouvernemental qu'au niveau de la succession de l'alternance qui se profile à l'horizon. Pour conclure, aux Camerounais, allez retirer vos cartes, aux partis politiques, se rassembler et nous allons surveiller, comme de l'huile sur le feu, la date du 30 mars. Parce que si en principe on va respecter le 30 mars,
Dans ce cas-là, donc, comme il a si bien dit, pour éviter la forclusion, il faut qu'on arrête le débat à l'Assemblée le 30 mars. Si on dépasse cette date-là, ça veut dire tout de suite il y a un calcul qui est rentré dans le jeu. Donc, on sera à quoi, pratiquement 20 jours? Ou 20 jours. Donc, on sera... C'est ça, ce jeu-là, qui est dans lequel il est très intéressant maintenant de rentrer dedans. N'entrons pas dedans avec passion, entrons dedans avec rationalité et avec sérénité. Sans rassemblement de l'opposition, tout ça c'est perdu. On ne décide pas d'exister. Comme il a si bien dit, il faut qu'on soit à capacité de se projeter. Et c'est le politique, il a dit, je me félicite de le dire, c'est le politique qui décide tout dans un pays. C'est le politique. Et nous demandons à la société civile de venir en politique. Nous demandons aux hommes politiques eux-mêmes de faire leur meilleur culpa et de se projeter. Ça ne sert à rien que tu aies une mairie, l'autre a un député, l'autre a un conseiller municipal, l'autre... Tout ça, ça n'apporte pas grand-chose aux Camerounais et ne peut pas me permettre de résoudre le problème. J'appelle ça du grattage de nombril. Les gens se grattent le nombril. Ils vont chercher un poste de conseiller et ils ont l'impression qu'ils ont créé le monde. Et chacun se met dans une posture où je peux investir un candidat à l'élection présidentielle. C'est-à-dire que l'omnipulence, c'est que je suis candidat à l'élection présidentielle. Et on les a vus tous ici. Marie-Flore, je n'ai pas envie d'insulter les autres. On a vu ici, chacun a vu son score. Et chacun peut maintenant, capricieusement, bien réfléchir avant de venir sur les antennes de Balafon, encore crier que tout seul il peut gagner. Tout seul je peux gagner. Tout seul je peux gagner. Tout seul je peux gagner. Je veux dire par là que sans rassemblement, sans unité, sans une cohérence, sans un projet, il n'y a pas d'alternance possible. Ce n'est pas possible. Merci infiniment, Hilaire Marquer-Zipan. On va sortir avec notre invité Nyobe Osende. Si vous pouviez, par un miracle radiophonique, je le dirais comme ça, parler à votre père 60 ans après, qu'est-ce que vous lui direz? Quelque chose? Qu'est-ce qui le rendrait fier, peut-être du Cameroun, peut-être de vous-même? Oui, je lui dirais, écoute, papa, écoute, tu as fait ta part. Tu as fait ta part, écoute, tu es parti, là où tu es, tu nous regardes. Maintenant, nous aussi, nous essayons de faire notre part. Peut-être beaucoup plus modestement, mais nous faisons un petit effort en la matière. Et puis, j'espère que ce pays que tu as laissé, il y a déjà 60 ans, il va s'améliorer. Donc, je pense qu'il y a de l'espoir. Il faut y croire, parce que si on n'y croit pas, on est mort. Alors, si on est mort aujourd'hui, en 2026, et on ne fait rien, on va dire, Nyobe Osende, mort en 2026, et décédé en 2040, par exemple. Ça veut dire qu'on m'aura enterré, donc je suis mort. Donc, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Donc, nous faisons en sorte de faire notre part pour que les choses puissent s'arranger. On sent beaucoup d'émotions, Emmanuel Coco, beaucoup d'émotions. parle. Et quant à sa tombe à Mulundu, dans quel état est-elle? Tombe en tant que telle, il n'y a pas formellement de tombe en tant que telle. C'était pas possible. Est-ce qu'on peut identifier au moins là? Il y aurait des individus qui savent où ça se trouve. Encore faut-il. J'ai rencontré quelques personnes qui sont disposées à, mais il y a toujours cette peur. Il y a cette peur. Parce que, par exemple, l'exemple de sa tête est quelque part ici. Bon, apparemment, ce serait à l'ancienne présidence qui est au musée. J'ai rencontré des gens, ils m'ont dit, grand frère, cette affaire-là, vraiment. Les gens ont peur. Donc, il n'y a que la présidence de la République qui peut décrisper un tout petit peu pour qu'on ait au moins la bonne information, savoir où se trouve sa tête exactement, savoir où se trouve son corps. Oui, la présidence ou des individus, parce que les individus aussi, s'ils font une action collective ou même individuelle, ils peuvent interpeller. Ouais. Les individus peuvent interpeller leurs responsables, même de manière séparée chacun, et puis ça va faire masse, parce qu'il y a souvent un système de rapport de force. Il y a toujours de la trace, il y a toujours quelqu'un qui sait comment ça s'est passé. Et donc je pense que, quelquefois, si on en cause, je pense que là aussi également, il faudra que vous preniez la peine de comprendre pourquoi cette base de repli en ce qui concerne le combat pour l'indépendance du Cameroun, il aurait choisi Mulundu. Parce que moi, pour peu d'informations que j'ai, la frontière du Cameroun dans le sud Cameroun n'est pas celle-là qu'elle doit être. Parce qu'il fallait à tout prix contéliser un peu, du moins je veux dire contenir au sein d'Afana dans son expansion à pouvoir, bien entendu, conscientiser les enfants. Et là, on a préféré couper cette base-là, renvoyer au Congo. En fait, c'est un peu long, mais c'est très important que nous puissions connaître. C'est vrai qu'on